Oui, 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 je suis là. Ah, quelle chance, c'est Bonsoir merveilleux. Dominique. Bonsoir Philippe. Alors, nous sommes de vieux complices en Gotha, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, Alors, ce matin, vous avez fait un pré-enregistrement avec Anne mhm. Collin, qui Oui, passera pour demain demain, matin. ouais, demain Mhm, matin, au mardi de la mémoire, donc. mhm. C'est un petit peu compliqué parce qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. On va essayer de suivre quand même un ordre chronologique pour que les auditeurs s'y retrouvent. Mhm. Notre sujet, bien entendu, c'est la disparition du duc d'Édimbourg, du mari de la reine Élisabeth. Euh, Mhm. Est-ce que vous avez beaucoup abordé le problème de ses origines, de sa famille, de ses Non, non, pas titres? trop. On peut effectivement rappeler d'où il vient, parce que on disait volontiers qu'il était plus noble ou plus aristocrate que la reine, ce qui est un peu vrai, puisque Élisabeth II, sa mère, n'était entre guillemets qu'une aristocrate, qu'une noble écossaise en fait, hein, la famille des Oui, Bosleyen, alors oui. euh, que Philippe était, je dirais, royal dans toutes les branches de son arbre Oui. généalogique, euh, puisqu'il est prince de Grèce et de Danemark à sa naissance en 1921. Donc son père André de Grèce est l'un des fils, un des nombreux fils du roi Georges Ier, qui est un prince danois, qui est devenu roi de Grèce, enfin roi des Hellènes plus exactement, Exactement, bravo Philippe. au milieu. Oui, oui, c'est comme les rois des Belges, hein, on Hmm. ne voit pas, ou les tsars des Bulgares, hein, ou les Exactement, rois des exactement. Albanais. Absolument, le roi des Français pour Bah pour le Philippe. Philippe, oui, bien sûr. Voilà. Donc, donc il devient roi des Grecs ou roi des Hellènes, donc vers au milieu du 19e siècle. Et donc André est un des enfants de ce roi. Georges Ier. Et donc, lorsque Philippe naît, bon, la Grèce est en pleine révolution, guerre avec la Turquie, etc., ce qui fait qu'ils vont être renvoyés très vite du pays, exilés, et devoir s'installer en France puis en Angleterre. Alors pour revenir à toutes les branches de la famille, donc du côté de son père, il est prince de Grèce. Du côté de sa mère, donc qui est Alice Mountbatten ou Alice de Battenberg à l'époque, hein, puisque Oui, on Battenberg va c'était le expliquer un nom, petit peu voilà, l'histoire avant de Battenberg, voilà, hein. c'était le nom allemand qui a été anglicisé en Mountbatten, hein, c'est-à-dire la montagne de Batten, C'est si on ça, veut. c'est ça. Et donc par elle, il est arrière-petit-fils de Victoria, C'est hein, ça. Ils sont tous les deux, ils puisque descendent ça, tous les deux de Victoria, voilà. Elisabeth et lui. Donc la mère d'Alice était donc Victoria de Hesse, qui était une petite fille de Victoria. Hmm. Il va être cousin aussi du coup par les Hesse avec Nicolas II, enfin avec la famille impériale Les de Russie, Romanov. enfin avec la dernière tsarine, Alexandra. Il est également qu'est-ce que on peut oui, il a beaucoup de tâches aussi dans les familles allemandes, hein, donc les Hesse, voilà, donc c'est vraiment un prince international, un prince un membre éminent du Gotha. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas d'argent, enfin, que Oui, la c'est ça, famille est tout oui. à fait désargentée, que ses parents sont donc exilés en 1922, donc il a à peine 2 ans. Il s'installe en France chez l'un des frères donc d'André, qui est Georges de Grèce, qui était heureusement marié avec la fameuse Marie Bonaparte, vous savez, Oui, qui était la fameuse, celle bien qui va sûr. devenir la psychanalyste, Oui, assez scandaleuse, et qui était, elle, par contre, extrêmement riche, puisqu'elle descendait, enfin, elle était l'héritière de la famille Blanc, qui avait ouvert le fameux casino de Monte-Carlo. Donc, c'était oui. une famille particulièrement riche. Elle possédait un vaste domaine à Saint-Cloud. Et donc, André et les siens vont être. Il y avait 4 sœurs aussi. Hein, rappelons que Philippe était le cadet de 4. Il avait 4 sœurs aînées. Donc toute la famille s'installe à Saint-Cloud dans un pavillon de chasse qu'on met à leur disposition. Bon, ce qui fait que Philippe ne va pas avoir une enfance de miséreux. Hein, c'est pas David Non, mais une Copperfield non enfance plus. Hein. triste quand même, on va dire. Mais c'est Pourquoi une d'ailleurs? enfance triste parce que ballotté, un peu
parent pauvre, hein, c'est-à-dire que il va, bien sûr, il est entouré de cousins et d'oncles et de tantes qui ont quand même les moyens, et donc il sera jamais à la rue ni véritablement pauvre. Mais enfin, il y a un côté un peu du parent pauvre qu'on prend à qui on fait un peu la charité, quoi. C'est un peu cette idée-là, quoi. Donc il va se forger un caractère à cause de ça. Et puis ses parents en plus se séparent très vite. Sa mère a des problèmes psychiatriques assez graves. Elle va aller dans des maisons de repos, donc elle ne l'élève plus à partir de l'âge de 10 ans. Il ne la voit plus. Son père, lui, préfère comme maison de repos les casinos de Monte-Carlo et les petites danseuses. Donc il se retrouve finalement quasiment orphelin, sans véritable pays d'attache. Donc il va être ballotté entre l'Allemagne où ses sœurs ont épousé des princes, l'Angleterre. Alors du côté là, l'Angleterre, ça va être vraiment sa patrie, parce qu'il va dans la famille maternelle chez les Mountbatten, qui vont le prendre en charge en quelque sorte. Ces deux oncles Mountbatten, donc George l'aîné, qui d'abord s'en occupe, puis ensuite surtout Louis Mountbatten, le fameux amiral, enfin celui qui sera l'amiral et le dernier vice-roi des Indes. Alors je prends la liberté de vous interrompre pour quelques instants, cher Philippe. Je vous en prie. D'abord parce que je voudrais saluer l'arrivée à l'antenne par téléphone de Laurent Arthur Duplessis. Bonsoir Laurent. Dominique. Merci de vous joindre à nous Bonsoir, pour cette revue de presse qui est consacrée presque totalement, enfin en grande partie, donc à la disparition du prince Philippe, époux de la reine Élisabeth. Et puis, je voulais simplement rappeler aux auditeurs l'histoire du nom de Mountbatten. Pourquoi dit-on Philippe Mountbatten? Il faut savoir que donc, comme vous l'avez expliqué, Philippe appartient à la maison de Hesse et de Hesse-Darmstadt, c'est-à-dire de Hesse et du Rhin. Et il appartient à une branche morganatique de cette maison. Oui, la mère de la princesse Alice, effectivement. Oui. Et donc, ce sont les Battenberg. Or, que se passe-t-il pendant la guerre de 14? Il y a un très gros problème en Angleterre. Le roi George V a peur de perdre son trône parce qu'il y a un mouvement anti-germanique très violent. Et à cause de cela, il se dit que s'il veut sauver son trône, il faut qu'il n'y ait plus de nom, qu'il n'y ait plus d'attache allemande pour la famille royale. Alors d'abord, on commence par ils sont saxo-bourgotins. Ils sont saxo-bourgotins et par les femmes hanovres, donc là ils ont tout faux. Là, ils ont tout faux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Alors il y a quelqu'un qui travaille la question et qui finit par proposer le nom de Windsor. Voilà. Alors donc ça devient la maison royale de Windsor. C'est un peu comme si la famille royale de France s'était appelée Versailles. Oui, voilà, exactement. Exactement, la comparaison est très bonne. Voilà. Et puis alors il y a également tout ce qui est apparenté, qui a un nom allemand, dans la famille royale doit s'angliciser. Alors nous, on ne va pas parler des autres, on parle surtout des Battenberg qui deviennent donc Mountbatten. D'où le nom de donc voilà pourquoi. Et pourquoi Philippe va devenir Mountbatten, c'est que après la guerre, donc là, il devient anglais. Enfin, finalement, il renonce à ces titres grecs et à sa nationalité grecque, donc il devient citoyen, au sujet britannique. Et là, il faut qu'il prenne un patronyme. Donc il va prendre le patronyme de sa mère, donc Mountbatten, qu'il portait déjà quand il a fait la guerre dans la Royal Navy. Donc d'ailleurs, c'est assez amusant parce que lorsqu'il va devenir lorsqu'il va devenir le fiancé de la reine, on s'était dit quel nom lui donner. Alors on avait pensé à Oldcastle aussi, donc le vieux château. Et finalement il va prendre, comme je disais, celui de Mountbatten avec lequel il était connu. Donc finalement c'est le nom de sa mère. Oui, c'est le nom de sa mère. Et non celui de son père, puisqu'il était prince de Grèce et de Danemark. C'est ça. Et alors, il est titré duc d'Édimbourg au moment de son mariage, avec la reine, avec la princesse à l'époque, la princesse Élisabeth. Alors, duc d'Édimbourg, comte de Merioneth et baron de Greenwich, parce qu'il fallait avoir un titre dans chacun des trois royaumes, bien sûr. en Angleterre, Pays de Galles et Écosse. Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et alors, ce titre de duc d'Édimbourg, en fait, fait partie, est dans le creuset de la famille royale britannique depuis longtemps, depuis assez longtemps. Et il a été porté également par un fils de la reine Victoria, celui qui justement... Voilà, Alfred, oui. Celui qui justement a repris le duché de Saxe-Cobourg. Voilà, donc en fait c'est un titre, c'était des titres d'apanage, un peu comme il y avait en France, Orléans, Bourgogne, Berry, etc. Exactement. Donc que l'on donnait aux cadets ou à différentes branches de la famille et qui, après se transmettent en ligne héréditaire par les mâles, mais qui, lorsqu'il n'y a plus d'héritier, bien il revient dans le creuset, je dirais, de la famille royale. Donc en fait là, ce titre, pour en revenir à aujourd'hui, le titre du duc d'Édimbourg revient automatiquement au fils aîné, donc à Charles. Donc c'est Charles qui est duc d'Édimbourg, mais il est prévu, parce que c'est ce que voulait Philippe, que lorsque Charles deviendra roi, eh bien à ce moment-là, tous les titres de Charles retombent dans le panier de la couronne, si on peut dire, et donc il redonnera à ce moment-là ce titre de duc d'Édimbourg à Édouard, donc son frère le dernier, qui est actuellement qui n'a comme titre que Wessex, un titre de comtal un petit peu secondaire, donc il deviendra à ce moment-là duc d'Édimbourg lorsque Charles deviendra roi. Alors Philippe, de la formation c'est très intéressant de suivre les collèges qu'a fréquenté. Alors j'ai oublié de mentionner, je le dis tout de suite, que vous avez publié en 2017 une biographie du prince Philippe. Oui. Et c'était aux éditions Talendier. Absolument. Donc il est publié en 2017 et il y a une édition de poche qui ne coûte que 10 €. Donc pourquoi s'en priver? Qui est sortie l'année dernière. Ah très bien, ça c'est important. Oui. Voilà. Donc on a. Alors le titre on a exact, les derniers développements. Le titre exact. Donc le titre exact, c'est Une vie au service de Sa Majesté. Philippe d'Édimbourg, une vie au service de Sa Majesté. Bon, ça résume bien la situation. Voilà. En tout cas. Et vous avez sur la couverture cette fameuse photographie qui est pas très très ancienne, où on voit, alors qui est très belle, parce qu'on voit les deux profils d'Élisabeth et de Philippe légèrement en retrait avec un fond noir, enfin dans l'ombre, et donc c'est vraiment bien là, ça symbolise bien la vie de cet homme qui a toujours été un petit peu dans l'ombre de la reine, 2 pas derrière elle, enfin donc une très très jolie photo qui illustre ce livre. Alors, avant de passer la parole à Laurent Arthur Duplessis, qui lui s'est beaucoup intéressé à la carrière militaire de Philippe, on va peut-être expliquer un peu les pensionnats par lesquels il est passé, parce qu'il a été quand même beaucoup ballotté. Oui, alors donc comme je disais tout à l'heure, ils arrivent en France lorsqu'il a 2 ans, et il va rester en France jusqu'à l'âge de 9-10 ans à peu près. Donc là, il va d'abord être élevé par des gouvernantes, des nourrices, etc. Et ensuite, il est inscrit dans une école privée qui s'appelle les Helms, les Ormes, qui est une école privée américaine, donc avec des méthodes assez modernes, à Saint-Cloud, avec un grand parc, dirigé par des pédagogues américains. Donc là, il va être pendant 3 ans dans cette école où il va se sentir très bien. Il dit c'est parmi les 3 meilleures années de ma vie, parce que là il est bien entouré. C'est un endroit qu'il aime bien. Bon, après ses parents, comme je disais, se séparent, donc il est à ce moment-là obligé de quitter Saint-Cloud et il va être pris en charge par sa grand-mère, donc la Mountbatten, Victoria de Hesse, qui va l'inscrire à ce moment-là à la fameuse école préparatoire de Chim, qui est dans le Surrey, je crois, une école très très chic de l'aristocratie anglaise, qui est un collège, pour les jeunes qui correspondraient à notre collège, nous, pour les enfants entre 10 et 15 ans à peu près. Mais ça va pas durer très longtemps, parce que 2 ans plus tard, il va en Allemagne chez une de ses sœurs à Salem, elle a épousé le fils du margrave de Bade. Et donc là, il va vraiment rencontrer l'homme qui va vraiment le former, qui est Kurt Hahn, qui est un pédagogue allemand, juif allemand. C'est ça, et le problème, c'est qu'il est juif.
Voilà, donc en et qu'il ne 33, pourra pas l'école de garder. Salem, l'école de Salem va devoir fermer Oui, assez rapidement à l'arrivée d'Hitler au pouvoir et s'installer donc en et voilà. Écosse, à Gordonstown. Donc il va faire l'essentiel de sa formation entre 15 et 18 ans, enfin entre 14 et 18 ans, à Gordonstown, donc une espèce de pensionnat assez sévère, Assez sévère, hein. presque paramilitaire, on pourrait dire, donc à Gordonstown, puisque ce Kurt Hahn, même s'il était juif et pas du tout nazi, bon, il applique quand même des méthodes d'éducation qui ressemblent quand même un petit peu à ce qu'on pouvait faire dans les camps d'entraînement de Oui, l'époque. mais d'ailleurs, au début, à Salem, Voilà. les Allemands, enfin, les nazis, ils Voilà. laissaient un peu filer parce que ils Oui, voyaient parce que ça c'était correspondait assez bien, oui, finalement, assez bien à une leur espèce conception, oui. de former des surhommes, Mais des ensuite, chefs, etc. ensuite, il Bon, a en fallu fait, qu'il quitte parce qu'il était voilà, donc, menacé, bien sûr. oui, c'était pas possible que, même avec le soutien du margrave de Bath, ça suffisait pas. Donc c'est à Gordonstown où vraiment, là, il va se forger un caractère pendant 5 ans. Il va être, alors on se lève le matin à 5 heures, on prend des douches glacées, on fait 5 fois le tour de la propriété en courant. Voilà, enfin bon, c'est vraiment une formation à la dure, Terrain, hein, oui, mais à la dure. qui forme son caractère et enfin, c'est une formation de chef en quelque sorte. Hein. Il est là, on veut former des dirigeants, des gens qui sauront prendre leur vie, leur existence, leur destin en main. Et donc, bon, pour lui, ça marche très bien parce que ça correspond bien à son caractère, à son tempérament, à son goût de l'effort physique. Donc, ça va vraiment le former pour la vie, quoi. Oui, c'est ça. Disons, alors qu'il aurait très bien pu dériver avec les parents qu'il avait eus, il aurait très bien pu dériver vers un peu n'importe quoi. Bon, là, il est canalisé par cette formation. Donc ensuite, il va aller tout naturellement dans la Royal Navy sur les traces de son oncle Mountbatten, qui est devenu un peu son père de substitution entre temps. Oui, alors justement, un problème qui est important, c'est que dans mon souvenir, le prince Charles devait avait il y va, enfin il y va, mais il a mal inscrit, supporté. oui. Hein, j'ai pris Il ne supporte pas du tout, c'est-à-dire que son père imagine que c'est la meilleure formation du monde, que ça va bien lui convenir, mais Charles, c'est pas Philippe, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout le même caractère, il est beaucoup plus sensible, beaucoup plus romantique, beaucoup plus artiste, etc. Et bon, la formation, je dirais, de sous-officier qui est celle de Gordonstown ne lui convient pas du tout, donc là, c'est vraiment le hiatus qui va apparaître entre Philippe et son fils, parce que Philippe insiste beaucoup pour que Charles ait cette formation à la dure, et Charles n'est pas du tout, enfin, il est très malheureux à Gordonstown. Donc sa grand-mère Queen Mum, qui est à Balmoral, pas loin, le fait évader de temps en temps pour venir passer un petit moment au château, quoi, etc. Mais enfin, tout ça, bon, c'est pas. Là, c'est vraiment une erreur de Philippe qui a pas compris que son fils n'était pas son clone. Hein, oui, mais c'était plus la même génération. Hein. C'était pas la même génération, puis c'est pas le même caractère du tout. C'est-à-dire que Andrew, par exemple, enfin le deuxième fils, ça allait bien. Même la princesse Anne, qui était un peu brute de décoffrage comme son père, bon, ça lui aurait très bien allé. Mais bon, non, Charles, c'était pas du tout son. Alors avec le temps, bon, les deux hommes se sont retrouvés. Je pense qu'ils ont compris leurs différences, mais sur le moment, ça a été très dur pour Charles, oui. Alors, nous en arrivons au stade, et là, nous n'allons pas tarder à passer la parole à Laurent Arthur Duplessis sur le fait que, Philippe se dirige vers la marine. Oui, alors il avait pensé d'abord à l'aviation. Hein. A priori, il aurait préféré l'aviation, mais Louis Mountbatten, comme je disais, qui était... alors déjà, le grand-père, le père Mountbatten, le père avait été l'ordre... Alors je ne sais jamais si c'est l'ordre de la mer ou l'ordre de la mer. Oui, alors c'est très compliqué chez eux, voilà. ça. Hein. Bon, enfin, il a été en tout cas une sorte de ministre de la marine pour premier l'ordre de l'amirauté. Mais il y a plusieurs titres. Premier l'ordre de l'amirauté. Oui, voilà, mais il y a l'ordre de la mer. Il y a un autre titre, il y a plusieurs titres Il y a l'ordre de la mer aussi. Non, absolument. Enfin, en tout cas, vous nous expliquerez tout ça. En tout cas,
Mountbatten a fait aussi carrière dans la marine. On sait qu'il a fini amiral et vice-roi des Indes. Et donc tout naturellement, il a poussé Philippe à aller vers la marine. Et donc, il l'inscrit en 1938, donc la veille de la guerre, au collège naval de Dartmouth. Donc où il fait, il a une formation de cadet, hein, donc ça va être très très rapide puisque la guerre va éclater pratiquement tout de suite, donc il va à peine avoir le temps de se former avant d'être envoyé au combat, mais voilà, donc il est à Dartmouth, donc quand en juillet 39, donc très très peu de temps avant le déclenchement de la guerre, la princesse Elisabeth et son père, le George VI, sa sœur Margaret et leur mère viennent à Dartmouth pour faire une inspection. Et là, la jeune princesse de 13 ans tombe éperdument amoureuse de ce cousin de 18 ans qui faisait 1m90, qui était blond, avec des yeux d'un bleu perçant, musclé et athlétique. Voilà, donc elle est séduite absolument par lui et elle décide que ce sera lui et personne d'autre. Voilà, nous en sommes là au début de la guerre. Voilà, alors nous allons passer la parole à Laurent Arthur Duplessis qui va nous parler, qui a l'air très fort attaché à ce qu'a fait justement le prince Philippe pendant la guerre. Simplement, je lis un message d'auditeur. Chers amis, l'enfance du duc d'Édimbourg passée en France que j'ignorais expliquerait donc pourquoi il parlait un français impeccable et presque sans accent. Merci. Ah oui, tout à fait. Mais vous savez, c'est des familles où on parlait, et d'ailleurs c'est encore toujours le cas un peu dans les familles du Gata, mais oui, enfin, où on passait du français à l'anglais, à l'allemand, au cours de la même conversation. Oui, c'était le français, c'était la langue des cours. Donc voilà, donc le français étant de toute manière obligatoire, mais voilà, on parlait un peu toutes les langues, mais c'est vrai que le français, il l'a parlé entre 2 ans et 10 ans, hein, donc ça a été pratiquement une de ses langues maternelles. Hein. Il le parlait sans accent, hein, c'est vrai. Et je termine le message de cet auditeur, parce qu'il est très agréable. Merci pour vos émissions toujours aussi enrichissantes, bien courtoisement. Alors, je m'adresse maintenant à Laurent Arthur Duplessis. Est-ce que, Laurent, vous voulez nous parler justement de cette carrière et de ce qu'a fait le prince Philippe pendant la guerre pour servir l'Angleterre, enfin servir le Royaume-Uni? Et voilà, et je voudrais justement mettre en valeur un trait de la carrière navale du prince Philippe qu'on détaille dont on ne parle pas tellement en France. C'est que ça a été un officier de marine britannique d'élite. Il a été remarquable. Il a été tout de suite, c'est-à-dire que, comme l'a dit M. Delorme, mais il est donc entré au Royal College de Dartmouth et déjà, il se distingue dans cette phase d'apprentissage scolaire, entre guillemets, comme le meilleur cadet de sa promotion. Il sort premier de l'école et déjà il se distingue par son excellence dans les questions de marine de guerre et dans sa trajectoire d'officier de marine britannique. Il faut savoir que traditionnellement, dans l'histoire militaire britannique, la Royal Navy a évidemment une place tout à fait éminente dans ce qu'on pourrait appeler la hiérarchie des forces militaires britanniques, étant donné l'insularité du Royaume-Uni et étant donné le rôle absolument essentiel depuis Élisabeth Ier de la marine de guerre dans l'histoire britannique. Et si bien que généralement, alors ça a un petit peu évolué avec l'essor de l'aviation, mais généralement les éléments les plus brillants rêvaient d'une carrière dans la marine. C'était là qu'allaient les plus brillants. Et donc, en janvier 40, il est nommé aspirant.
Il passe 4 mois sur le cuirassé HMS Harmélis et déjà il est donc dans la protection des convois de forces expéditionnaires australiennes dans l'océan Indien et il fait de courts passages sur le Kent et le Strathspey assez lent. Ensuite, voilà qu'il est muté dans la flotte de la Méditerranée. Et c'est là alors véritablement qu'il va s'illustrer au plus haut point. C'est ainsi que, entre autres missions, il a participé à la bataille de Crète. Alors la bataille de Crète, ça a été une chaude affaire, oui, parce que ça a opposé notamment la flotte britannique aux flottes, disons à la flotte italienne et surtout à l'aviation allemande qui était très très redoutable à ce moment-là, et à la Luftwaffe. Et puis il y a eu beaucoup de pertes parmi les bateaux de guerre anglais, notamment à cause des attaques en piqué des Stuka, et ça a été là l'émergence de l'aéronaval et le rôle prépondérant de l'aéronaval dans les combats navals. Et il s'est tellement bien comporté, le prince Philippe, qu'il a été, il a donc déjà été félicité, et ensuite il a participé à la bataille du Cap Matapan. Alors cette bataille du Cap Matapan, elle a mis en face à face la flotte britannique, la flotte italienne. La flotte italienne, à l'époque, ça n'était pas rien du tout. C'était une flotte qui était équipée de bateaux plus rapides que les bateaux britanniques, parce que plus récents, plus neufs, plus modernes, sur le plan de la motorisation tout au moins. Heureusement que la flotte britannique avait un avantage, c'était le radar. Les Anglais avaient un système radar de pointe que n'avaient pas du tout les Italiens. Et d'autre part, les Anglais avaient un porte-avions avec dessus 27 avions de vieux modèles, mais enfin c'était quand même des avions torpilleurs capables d'envoyer par le fond des bateaux. Et c'est que n'avaient pas les Italiens non plus. Néanmoins, ça a été là aussi une chaude affaire. Et le prince Philippe s'est tellement bien comporté une fois de plus qu'il a reçu une citation de l'ordre de la Royal Navy le 3 février 1942 et la croix de guerre française en plus, parce qu'il a été décoré aussi par les Français. La croix de guerre française 39-45 avec palme, et les Grecs aussi lui ont offert une croix, la croix de guerre grecque de la vaillance. C'était un remarquable officier de marine, Philippe d'Édimbourg, et il est promu rapidement sub-lieutenant, c'est-à-dire enseigne de vaisseau deuxième classe, et après avoir suivi une série de cours à Portsmouth, où il termine premier, là aussi, dans 4 des 5 catégories. Parce qu'après sa période de combat, on l'envoie faire des classes à nouveau, comme ça se fait souvent dans les armées. Et là encore, on voit que c'est un as. Sur 5 catégories de discipline, il est premier dans 4 des 5. C'est-à-dire qu'il performe aussi bien dans la théorie qu'au combat. C'est l'officier de marine complet. Il a toutes les qualités du grand officier de marine. C'est l'homme de stratégie navale et d'action. Il ne manque rien. Il a toutes les dimensions. Alors en octobre 1942, à 21 ans, puisqu'il est tout jeune, là, hein, il est nommé First Lieutenant, c'est-à-dire officier en second, du destroyer HMS Wallace. Alors c'est une unité navale importante, hein, c'est-à-dire que le commandant second d'un bateau comme ça n'est pas rien. Hein. Et il devient ainsi, donc à 21 ans, hein, l'un des plus jeunes officiers en second de la Royal Navy. On voit la rapidité de son parcours. Alors évidemment, quand on est en temps de guerre,
c'est plus facile d'aller vite lorsqu'on est dans des forces militaires, puisque évidemment quand on est en temps de guerre, on peut montrer très très vite l'ampleur de ses dons, de son talent, de son courage, de son sang-froid. Et il avait tout ça au plus haut point. Donc à 21 ans, officier en second. Et alors, là encore, il s'illustre parce que on arrive en juillet 43 au moment de l'invasion de la Sicile par les troupes alliées. Et il est toujours donc officier en second sur le HMS Wallace. Et il y a un moment très crucial à un moment donné, parce que la Luftwaffe, l'aviation allemande, fond sur les unités navales britanniques pour les torpiller. Et là encore, l'avion torpilleur, redoutablement dangereux pour des bateaux de surface. Et à un moment tout à fait fatidique, il a une idée, Prince Philippe. Il fait mettre à l'eau un radeau avec des fumigènes extrêmement puissants qui répandent un nuage de fumée noire dans le ciel, si bien que les pilotes allemands ne peuvent pas situer précisément où se trouve le HMS Wallace. Et celui-ci, ce bateau, donc échappe à l'attaque aérienne en se faufilant à toute vitesse, à pleine vitesse de ses machines, pour s'écarter de la zone d'attaque de la Luftwaffe et ainsi échapper à ce qui est souvent arrivé, comme je disais tout à l'heure, aux bateaux britanniques, c'est d'être coulés, oui. ou fortement endommagés par l'aéronaval, les attaques aériennes notamment, et puis aussi sinon les combats au canon entre les bateaux aussi. Mais les attaques aériennes étaient extrêmement dangereuses. Et oui. Le Prince of Wales, c'est le Repulse, Le Prince of Wales, c'est le Repulse qui a été coulé au large de Singapour. Oui, absolument. Absolument. C'est resté célèbre. Oui, par deux petits avions torpilleurs japonais de rien du tout, deux moucherons. Et ça a été effectivement une révolution intellectuelle dans les Amirautés, parce que ces deux fleurons de la marine britannique, ces deux énormes bateaux, ces deux cuirassés, qui semblaient invincibles, et qui l'étaient, on peut dire, pendant la Première Guerre mondiale, en quelque sorte, ont été effectivement envoyés par le fond par deux petits avions ridicules, pas très modernes en plus, mais deux avions torpilleurs, effectivement, et ça a été une révolution. Des quêtes, ils étaient quand même supérieurs aux Swarwich britanniques, C'était des quêtes. Oui, mais à l'époque, les Britanniques étaient quasiment les plus mal lotis en matière d'aéronaval. Ils avaient même des biplans encore. Oui, les Swarwich, torpilleurs. Oui, c'est ça. Alors, oui. Et alors, juste une chose, après ça, il est affecté à la flotte du Pacifique. Et c'est bien d'ailleurs qu'il était là au moment de la reddition en tant qu'officier britannique sur un bateau britannique. Il était là au moment de la reddition du Japon devant l'amiral Nimitz, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est MacArthur qui... C'est MacArthur, c'est MacArthur qui a... Et alors ensuite, en janvier 46, évidemment, il est nommé instructeur à l'école des officiers mariniers. Évidemment, un crack pareil, un champion pareil, évidemment, ne pouvait qu'enseigner à la bleusaille, si on peut dire. Et en 1950, il est promu lieutenant-commandeur, c'est-à-dire capitaine de corvette, puis commandeur, c'est-à-dire capitaine de frégate en 1952. Et puis, c'est à ce moment-là qu'ensuite sa carrière va s'arrêter, parce que son destin matrimonial va en décider ainsi. Mais vous savez, quand on voit les qualités exceptionnelles du prince Philippe comme officier de marine, quand on voit qu'il était un héros de guerre, quand on voit à quel point, s'il avait continué sa carrière, il serait monté très 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 vite au zénith, on peut comprendre effectivement la crise psychologique qu'il a traversée quand il a fallu qu'il lâche tout ça, qu'il abandonne tout ça. Ouais. Très bien, très très bien, Laurent Arthur Duplessis, magnifique démonstration.
Alors, Philippe Delorme, je reviens vers vous. Oui, j'écoutais ça, c'est très intéressant. C'est tout à fait, effectivement, le parcours météoritique du prince, puisqu'effectivement, il avait pu penser, en épousant la princesse en 47, pouvoir continuer sa carrière, parce qu'il n'imaginait pas que le roi George VI allait mourir si vite. Donc il avait obtenu l'autorisation d'ailleurs de s'installer à Malte pour servir dans la marine de Méditerranée, avoir un rôle là. Mais bon, c'est vrai, 52, la mort du roi, là, évidemment, ça arrête tout. Hein. Alors il sera plus tard, il sera amiral honorifique, mais bon, ça compense pas, Non. Non, mais alors, ce n'est pas le seul prince britannique qui était obligé d'abandonner la marine. Ça a été le cas du futur George V. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, et George VI avait aussi avait combattu pendant la Première Guerre mondiale aussi, je crois, il me semble, dans la marine. Enfin, c'était la tradition dans la famille d'être dans la marine. Hein. Ouais. C'est pas, comme disait notre invité, c'est vrai que la marine était la voie d'honneur, la voie royale pour les Anglais. Hein, c'est évident. Mais le futur George V a été obligé de quitter la marine parce que son frère aîné, le duc de Clarence, est mort en 1892 et c'est donc lui qui s'est trouvé le futur. Qui était, qui avait quelques problèmes. Quelques problèmes. Voilà. Et donc le futur George V s'est retrouvé finalement prince héritier et quand il est devenu roi, alors je ne sais plus à quel moment exactement il a été, parce que lui aussi était à Malte, il était à Malte à un moment, c'est pour ça que... Oui, Malte, en fait, pendant les premières années du mariage, il obtient l'autorisation d'aller, je crois que c'est en 50 ou 51, d'aller à Malte pour continuer sa carrière. Donc la reine même, enfin la future reine, la princesse, va à Malte. Ils ont la grande villa de Lord Mountbatten, Gardamangia, qui est au-dessus de la Valette. Donc là, pendant quelques mois, elle peut jouer les femmes ordinaires, si on peut dire, hein. Les femmes d'officiers de marine. C'est un peu le seul moment de sa vie où elle n'a pas été, où elle a pu rentrer dans un magasin et payer avec du vrai argent. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais voilà, donc ça a été effectivement une petite parenthèse de normalité pour le couple. Ouais. Voilà. Alors je crois que Michel Leblay voulait également intervenir sur la guerre et le prince Philippe. Je crois que Laurent Arthur Duplessis a très bien résumé les choses. Hein. Le parcours tout à fait remarquable de Philippe d'Édimbourg, de celui qui deviendra Philippe d'Édimbourg pendant la guerre. Alors c'est vrai qu'il a participé à la bataille du Cap Matapan, et le Cap Matapan c'est quand même un élément majeur dans l'évolution de la stratégie navale, puisque c'est ce qui a précédé Pearl Harbor, c'est-à-dire qu'on attaque à l'avion torpilleur au mouillage la flotte italienne. Et puis vous avez parlé en effet ensuite de son rôle comme commandant en second d'un destroyer, et qu'il finira donc en assistant, en étant présent le jour de la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Alors pour voir peut-être ce qu'était, je dirais, le rôle de ces navires, et notamment de ces navires d'escorte pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un excellent film avec Jacques Hawkins qui s'appelle La mer cruelle, qui était tout à fait remarquable. Oui. On voit ce que c'est qu'une corvette, qu'une frégate, qu'un destroyer. Et c'est vraiment un film remarquable, avec cette précision d'ailleurs pour les auditeurs, qu'on remarque, ce qui n'était pas le cas dans la marine française, que les officiers de réserve de la marine britannique avaient des insignes de grade différents de ceux des officiers d'active. Ça se voit sur les manches, donc c'est à remarquer. Mais le film, je pense, je crois que vous l'avez dû le voir, Laurent Arthur Duplessis, La mer cruelle. Oui. Et c'est vraiment un film tout à fait remarquable, où véritablement on comprend ce qu'était la dureté du métier, les pertes, la mort qui vous guettait à tout instant. Donc pour bien comprendre ce que fut à ces niveaux de navires relativement légers par rapport à ce que peut être un cuirassé ou un porte-avions, de ce que fut la guerre pour ces gens-là. D'ailleurs, une petite anecdote, on peut mettre l'accent sur les traditions d'élégance des uniformes des marines anglaises et britanniques, et notamment l'élégance des uniformes des officiers britanniques taillés sur mesure par d'excellents tailleurs de la marine.
et qui leur donne une allure encore plus, je dirais, plus racée, si on peut dire. Il y a une tradition de la coupe des uniformes, de l'excellence de la coupe des uniformes dans la marine britannique. Ça fait partie du style de la Royal Navy. Est-ce que ça fait partie aussi, enfin, est-ce qu'il pouvait venir du célèbre Savile Row, qui était l'endroit où tous les Anglais... Oui, alors voilà, oui. Oui, d'autant que l'aristocratie anglaise avait effectivement de solides habitudes, notamment chez les grands tailleurs de Londres, et on entendait porter un uniforme bien coupé. Ouais, c'est ça. Alors, pour revenir sur le statut peut-être simplement de Philippe, c'était un peu ambigu parce qu'il n'était pas de nationalité britannique à ce moment-là. Oui. Il était encore grec ou danois parce qu'il a eu un passeport danois à un moment, donc c'était un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est à partir du moment seulement où la Grèce va entrer en guerre, lorsque l'Italie attaque la Grèce à l'automne 40, je crois, ou je ne sais plus quelle date exactement. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir vraiment, je dirais, combattre sans arrière-pensée dans la Royal Navy, parce que son statut n'était pas absolument bien défini. Il ne sera britannique qu'en 47, en fait, par naturalisation. Ce qui d'ailleurs n'était pas nécessaire parce qu'en tant que descendant de Jacques Ier, il était britannique à condition d'être protestant. Donc il lui aurait suffi de se convertir à l'anglicanisme pour être automatiquement britannique. Mais enfin, ça, il l'a su par la suite. Oui, parce qu'il vient de la religion orthodoxe, effectivement. Oui, il est orthodoxe, donc il va aussi se convertir à l'anglicanisme postérieurement, juste avant le mariage, en fait. Oui, alors... Et c'est fascinant de voir ce germanique de religion orthodoxe d'adoption, etc., devenir le plus british des Britanniques. Mais bon, c'est vrai que sa véritable éducation, c'est en Grande-Bretagne qu'il l'a faite, donc... Donc voilà, c'était puis il était quand même plutôt danois de sang, je dirais, danois et allemand que grec. Il n'a pas une seule goutte de sang grec. D'ailleurs, je pense qu'il parlait à peine. Enfin, il devait connaître une dizaine de mots en grec. Ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Oui, alors justement, le problème vous parliez d'un passeport danois, d'une nationalité danoise, c'est parce que la dynastie grecque. La dernière dynastie grecque avait été fondée par un prince danois et une princesse d'Oldenbourg. Donc il pouvait bénéficier effectivement de la nationalité danoise. Mais il reste toujours prince de Grèce et de Danemark. Et de Danemark, oui, bien sûr. Donc ils ont toujours, ils font toujours partie de la famille royale de Danemark. Je pense même qu'ils sont successibles encore au trône de Danemark. Enfin, je ne sais pas si ça a été réglé d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, ils font partie par le sang de la famille royale de Danemark. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, le peuple grec leur reprochait un petit peu, en quelque sorte, de ne pas avoir véritablement de sang grec. Oui, mais ça, c'est le problème de toutes ces dynasties qui ont été un peu parachutées, aussi bien en Roumanie et en Bulgarie également. Les seuls qui étaient, je dirais, de locaux, c'était les Albanais, les Yougoslaves, et puis les Monténégrins aussi, évidemment. Ouais, en tout cas, c'était mieux que la dynastie bavaroise, parce que là, ça avait très mal marché. L'oncle de Louis II de Bavière avait vraiment était arrivé avec tous ses amis et son entourage allemand et ne comprenait absolument pas le caractère grec. Vous savez qu'avant, c'était Léopold de Saxe-Cobourg, donc le futur roi des Belges, qui a failli être roi de Grèce. Donc, j'en parle dans mon dernier livre, d'ailleurs, qui s'appelle Les rois éphémères. Oui, tout à fait. Effectivement, il a été entre pratiquement roi élu et proclamé pendant quelques semaines ou quelques mois. Il a renoncé, et alors il avait demandé... à juste titre. Oui, il avait demandé la main d'une des filles de Louis-Philippe. Et Marie-Amélie a dit « Oh là là, dans ce pays de sauvages, certainement pas, je ne donnerai pas ma fille au roi des Hellènes. » Il a préféré aller outre Kievrin, ce qui était quand même plus tranquille. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, cher Philippe Delorme, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner d'autres éléments d'approche de Philippe que vous n'avez pas, écoutez, simplement, qui ne seront pas demain, dans l'émission de demain, par exemple?
Oui, non, mais simplement peut-être donnons rendez-vous aux auditeurs pour l'enterrement. Enfin, je Oui, pense alors, qu'il justement. sera Alors, on va donc parler il de sera Frogmore. retransmis, voilà, donc dans différents médias. Moi, je serai invité sur CNews, donc c'est éventuellement vous pourrez m'y retrouver, mais l'après-midi, C'est une donc bonne ça sera adresse, c'est une samedi bonne après-midi. adresse. Hein. Oui, c'est une excellente adresse, ça, c'est sûr. Ça. Oui, j'ai préféré celle-là à d'autres sans commentaire. En tout cas, donc samedi après-midi, à partir de 3 heures, je crois. Donc, il avait demandé lui-même un enterrement simple et non pas à Westminster comme on le faisait traditionnellement pour les souverains ou les princes britanniques, mais à Windsor, donc dans un cadre plus restreint, plus familial, si on peut dire. En plus, il y a cette fameuse crise sanitaire avec plein de guillemets, donc qui fait qu'il y aura sans doute peu de monde. La famille étroite sera là, hein, bien sûr. Et ensuite, il sera enterré donc au cimetière de Frogmore, qui est donc le cimetière dans le territoire de Windsor, dans le domaine de Windsor, avec où déjà la reine Victoria et le prince Albert sont enterrés. Oui, où c'est Victoria qui avait fait construire le mausolée d'Albert pour pas qu'il soit loin d'elle. Voilà, donc on aura aussi, je pense que la reine sera sans doute enterrée à cet endroit avec lui. Enfin, je ne sais pas ce qui est prévu, mais je pense pas qu'on les séparera par la suite. Donc Frogmore est appelé à devenir un peu la nouvelle nécropole royale, je pense, de la famille, et que Westminster restera un endroit beaucoup plus historique. Enfin, bon. Oui, parce que la reine Mary, la femme de l'épouse du roi George V, était très attachée à Frogmore. Elle vivait à Frogmore. Oui, donc voilà, donc c'est devenu vraiment la nécropole, enfin le cimetière royal. Voilà, donc ça sera une cérémonie certainement assez familiale. Donc on a vu que le prince Harry est revenu des États-Unis sans sa volcanique épouse, qui a justifié son absence par le fait qu'elle est enceinte. Et puis donc tous les autres sont là, je pense. Et puis peut-être quelques représentants étrangers. Enfin, je ne sais pas exactement comment les choses vont être organisées, mais voilà. En tout cas, lui avait demandé quelque chose de simple et justement de l'enterrement d'un amiral finalement, d'un officier de la Royal Navy, hein, parce qu'il veut qu'il y ait un détachement de marins, qu'on chante les cantiques, enfin les chants traditionnels de la marine, etc. Donc voilà, il a beaucoup insisté là-dessus et je pense que c'était vraiment son amour. La mer était son premier amour. Hein. Voilà, donc il a insisté pour avoir un enterrement de marin. Bon, alors, cher Philippe, avant que nous nous quittions, je vous propose deux messages d'auditeurs. Alors, pourquoi y a-t-il autant, un auditeur de Radio Courtoisie, pourquoi y a-t-il autant d'Allemands dans la branche royale catholique? Mais, enfin, en réalité, d'abord, il y a une partie... Ils ne sont pas catholiques, là, pour le coup. Ils sont pas catholiques. Au contraire. Mais vous savez, les Allemands, il y a moitié catholique, moitié protestant. Il y avait beaucoup de princes. En Allemagne, il y avait peut-être une 50aine de familles royales, ducales, archiducales, princières, etc. Donc, il y avait beaucoup de matière, c'est beaucoup de prétendants possibles. Et en particulier les Saxe-Cobourg, qui étaient tellement nombreux et qui pouvaient donner des héritiers de tous les côtés. Donc, voilà, c'est un peu normal qu'il y ait eu des alliances. Vous savez, en fait, dans le Gotha européen, les catholiques se mariaient avec les catholiques, les protestants avec des protestants, ce qui fait que la famille de France, par exemple, a des alliances avec les Belges, les Espagnols, les Italiens, ou quelques Allemands comme les Wurtemberg, par exemple, mais pas du tout avec les Anglais, pas du tout y a un avec exemple, les Russes, etc. Hein, il y a un exemple typique pour illustrer cela, c'est la princesse Hélène de France, la fille du comte de Paris, du 19e siècle, la princesse Hélène qui a eu une idylle très poussée avec le duc de Clarence, donc le frère que nous évoquions tout à l'heure, le frère aîné de George V, qui a capoté, enfin il voulait se fiancer et Victoria les soutenait même. Mais le comte de Paris et le pape ont mis le holà parce que il aurait fallu que la princesse Hélène
se convertissent à l'anglicanisme. Évidemment, ça, c'était pas possible. C'est étonnant parce que le père du comte de Paris, donc le Ferdinand d'Orléans, avait épousé une princesse allemande qui était protestante. Oui, mais là, il faisait ce qu'il voulait. Mais bon, c'était dans l'autre sens. Oui, mais là, il faisait ce qu'il voulait. Il était plus... C'est le seul exemple, d'ailleurs, de mariage mixte, entre guillemets, pratiquement, qu'on ait au 19e siècle. C'est assez étonnant parce qu'il y a eu un mariage catholique, un mariage civil et un mariage protestant. Je ne sais pas comment ils s'organisaient ça. Quand Léopold de Saxe-Cobourg a épousé Louise Marie. Oui, c'est pareil. C'était pareil, il y a eu deux cérémonies. Oui, il y a eu le même. C'était à Compiègne, et il y a eu deux cérémonies aussi. Oui, parce que lui, il régnait plutôt sur des catholiques, mais enfin, il ne s'est jamais converti. Ah non, il ne s'est jamais converti. Par contre, ses enfants, du coup, sont devenus et c'était obligatoire. Louis-Philippe et Marie-Amélie l'avaient imposé. Avait imposé que les enfants soient élevés dans la religion catholique. Donc, étant quand même plutôt catholique, c'était assez logique. Et alors, donc, il y a aussi un autre message. Les enfants du duc d'Édimbourg et de la reine Isabelle sont-ils de plein droit reine ou roi de Grèce encore de nos jours? Non. Non, pas du tout. Il a renoncé de toute manière à ses droits en Grèce. Donc, ils ne sont plus en ligne de succession. Effectivement, s'il n'avait pas renoncé à ses droits en Grèce, il serait resté d'une certaine manière en ligne de succession au trône de Grèce. Mais là, non, ils ont renoncé. En devenant l'époux d'Élisabeth, il a renoncé à tous ses titres et tous ses droits, aussi bien en Grèce et au Danemark d'ailleurs. Donc, il est devenu lieutenant Mountbatten. C'est ensuite qu'on lui a rendu des titres, mais des titres anglais à ce moment-là. Il est devenu Altesse Royale britannique. Mais il avait, je dirais, renoncé à tout auparavant. Donc il ne pourrait pas, ni Andrew ni Édouard ne pourraient devenir roi de Grèce un jour, roi des Grecs ou roi des Hellènes. Un jour lointain. Mais bien, écoutez, Philippe Delorme, un grand merci pour toutes ces précisions, tout ce que vous avez expliqué, qui a éclairé vraiment bien la personnalité, avec aussi ce qu'elle nous a dit Laurent Arthur Duplessis et ce que nous a dit Michel Leblé, qui va d'ailleurs reprendre la parole dans quelques instants sur un message d'auditeur. Et donc, cher Philippe Delorme, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour ce soir. Je vous remercie pour demain matin pour les mardis de la mémoire. Donc je donne rendez-vous à tous nos éditeurs dans quelques heures demain matin. C'est ça. Et dans quelques semaines, peut-être, si nous avons l'occasion de nous retrouver à nouveau. Tout à fait. Et je rappelle donc que vous avez publié en 2017, et maintenant ça a été réédité récemment en livre de poche, en format de poche. C'est donc la biographie du duc d'Édimbourg. Donc là, on Philippe d'Édimbourg, voilà. Oui, Chez Talandier. Chez Talandier. Voilà. Eh bien, Philippe Delorme, un très grand merci pour cette double participation. Et puis